On va poursuivre tout de suite avec la table ronde numéro 4, l'implication du secteur privé au développement des réformes éducatives plurilingues et un des enjeux majeurs de la mise à échelle. Ces acteurs mènent des actions souvent peu connues dans ce domaine et il est important de partager ces expériences et offrir des possibilités de collaboration. Donc, pour ouvrir les échanges sur cette table ronde qui sera modérée par Monsieur Omar Thiam de l'UNESCO BIE, spécialiste de programme au sein du Bureau international de l'éducation à l'UNESCO à Genève. Il accompagne notamment la conduite de projets de réforme éducative en Afrique, projet ressources éducatives, projet Sahel, réforme curriculaire en Guinée, BATEB en Côte d'Ivoire. Enseignant, chercheur, il est intervenu dans différentes écoles au Sénégal et en France, le groupe ISM, l'Université de Savoie, l'Université de Nancy 2 et le Kedge Business School. Il sera accompagné des intervenants suivants, Madame Ndeye Aïssatou Ning d'Orange Sénégal, Monsieur Samba Diarindiaye d'Africatique, Monsieur Tambangom et Madame Ndeye Seynabou Diouf de la Fondation Mastercard, Monsieur Alioune Badara Beng d'Andakia et Madame Chloé Nanex de la Fondation Bank of Africa. Merci de les accueillir chaleureusement sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Abi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous arrivons au terme de quasiment du colloque de 2 jours et demi et nous allons terminer par la série sur le gâteau. Pourquoi? Parce que pendant 2 jours et demi, nous avons beaucoup parlé de financement, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup parlé de recherche, nous avons beaucoup parlé de valorisation également de cette même recherche, de collaboration, partenariat dynamique, donc pas mal de thématiques qui interpellent le secteur privé. Et nous savons aussi que le secteur privé est très dynamique et très fort sur ces questions-là, parce que nous devons tous ici être d'accord sur un fait, l'État ne peut pas tout faire. Et l'État ne devrait pas tout faire. L'État doit tout simplement créer un cadre, créer un dynamisme, inciter les acteurs à aller de l'avant pour que qu'on puisse développer l'initiative privée, associative, et ça c'est extrêmement important, surtout dans le domaine de l'éducation. Alors, la particularité de cette table ronde, de ce panel, nous avons une très grande compagnie sénégalaise que vous connaissez tous, qui est présente également dans pas mal de pays en Afrique. Orange, représentée ici par Madame Ning Aïssatou, qui va nous parler des innovations, des initiatives qui ont été développées par Orange depuis quelques années pour intégrer cette dimension linguistique dans leur offre. Nous avons également deux, on va dire, start-up, deux organisations qui sont dans l'innovation, qui font appel non seulement aux plateformes d'intelligence artificielle pour intégrer cette dimension linguistique dans l'éducation. Nous avons deux belles fondations. La fondation Mastercard, représentée par M. Ngom, et également la fondation BOA, qui sont particulièrement intéressés par ce qui se passe au niveau de l'éducation et qui ont déjà eu à développer un certain nombre d'initiatives. Je pense à l'initiative des 80 000 apprenants à former dans le domaine du numérique, M. Ngom. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Au niveau de la méthode, nous allons il ne va pas trop apprécier ce que je vais dire, mais je vais me Bill Qatarialiser. Je vais faire la méthode de Bill Qataria. C'est-à-dire que nous allons être très pragmatiques. Nous allons donner d'abord la parole aux panélistes qui vont intervenir sur les thématiques qui ont été déjà identifiées.
Et à la fin de leur intervention, je ne me permettrai pas de faire un résumé. Je vais plutôt vous laisser la parole parce que je voudrais qu'on puisse avoir 2 séries ou 3 séries de 3 questions à chaque fois pour permettre un débat direct entre les panélistes et vous. Est-ce que ça vous convient, cette méthode? Très directe, très interactif. Comme ça, on essaie de collecter le maximum d'informations. Vous êtes d'accord? Donc, on peut applaudir encore les panélistes, si vous êtes d'accord. Merci à vous. Alors, on commence par Madame Ning de Orange Sénégal. Alors, Madame Ning, qu'apporte la vocalisation multilingue des services digitaux d'Orange à l'éducation et surtout à l'inclusion numérique? Vous aurez 8 minutes comme vos co-débatteurs pour nous présenter, pour nous faire l'économie de ce qu'il y a à dire sur cette question-là. Merci, Madame Ning, de votre présence. Vous avez la parole. Vous pouvez rester là-bas si vous voulez. Alors, est-ce qu'on peut projeter la présentation de Madame Ning de Orange? Bonjour à tous. Bonjour Omar. Merci pour la présentation. Donc, comment renforcer l'éducation et l'inclusion numérique par l'intelligence artificielle et la vocalisation multilingue des services digitaux. Donc, à Orange, on a une fondation, une RSE, et aujourd'hui, on a les Orange Digital Center qui participent à renforcer l'inclusion numérique et la formation. Donc, avec l'école de code gratuite Orange Digital Center, donc on forme des ingénieurs, en fait, on forme en mode accéléré des data scientists, des data ingénieurs qui vont travailler sur des sujets d'IA. Et donc, naturellement également, les sujets d'actualité de vocalisation. Nous sommes conscients que pour nos clients, aujourd'hui, un facteur très important d'inclusion, c'est l'IA, c'est la vocalisation de ces services digitaux. Donc, permettre à ces populations de pouvoir utiliser les services digitaux tout en utilisant leur langue locale, parce qu'on le sait aujourd'hui, la plupart des systèmes ou bien de la technologie est en français, en anglais, en tout cas sur des langues standards internationales. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes non lettrées de pouvoir utiliser ces services-là. Maintenant, aujourd'hui, on va plus voir donc comment on applique ça à l'éducation. Donc, comment on fait en sorte que cette IA-là donc permette de renforcer l'inclusion des populations. Aujourd'hui, nous avons des enjeux éducatifs et linguistiques, donc très très forts, hein, 773 millions d'adultes analphabètes dans le monde, donc selon les sources de l'UNESCO, une faible présence des langues locales dans le numérique, que je disais tantôt, et également un besoin d'éducation contextualisée. Donc, je pense que les premiers débats l'ont soulevé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs solutions technologiques et émergentes. Donc, on parle beaucoup d'IA générative. Donc, vous avez entendu parler de ChatGPT et d'autres IA qui permettent de produire des contenus. Et ça peut être des contenus éducatifs. Ça peut être des contenus ludiques. Ça peut être de l'information également. Nous avons aussi des bots que vous avez donc sur WhatsApp ou bien sur d'autres réseaux sociaux avec qui vous pouvez communiquer textuellement, échanger, demander des informations. ChatGPT également en est un exemple. Vous avez des tutoriels que vous pouvez retrouver en ligne dans différents domaines pour faire de l'apprentissage. Donc, la vocalisation multilingue arrive également parce que je pense que même ces grands constructeurs, les GAFA, ont compris que pour toucher l'Afrique, il fallait donc parler en langue locale, en ayant tout ce qui est donc text to speech. Donc, c'est déjà de pouvoir restituer une information en vocal.
et de pouvoir également speech to text, donc c'est les technologies qui vont permettre de faire de la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, depuis des années déjà, on utilise la reconnaissance vocale en anglais, en français avec nos téléphones, en utilisant Siri par exemple sur l'iPhone. On sait parler à Siri et Siri sait nous répondre. Mais la plupart de ces solutions de reconnaissance vocale et de vocalisation sont sur des langues, comme j'ai dit, français, anglais, que nous avons maintenant l'habitude d'utiliser. Nous avons également de plus en plus l'intégration de ces solutions de vocalisation-là. Donc là, nous avons dans le téléphone, mais de plus en plus, les applications embarquent ces solutions de vocalisation. On a parlé tantôt des bots. Les bots qui vont permettre aujourd'hui, qui permettaient avant de chatter via des textes et maintenant qui permettent de faire du chat vocal. Quelques exemples. Au Sénégal, nous avons des tutoriels vocaux que vous allez trouver en Wolof, en Peul, en Serer sur certaines applications. La vocalisation au niveau de la santé. Il y a une application qui s'appelle Seitu Hémophilie qui permet d'avoir des informations sur l'hémophilie qu'on peut télécharger et avec qui on peut discuter pour avoir des informations sur la maladie, donc et qui a été développé en local par une start-up. Et tout ce qui est chatbot avec l'IA. Donc nous, au niveau d'Orange, pour nos besoins et pour les besoins des clients, il y a une forte, un fort intérêt aujourd'hui à faire de la vocalisation de nos solutions digitaux, que ce soit des applications, que ce soit les bots sur lesquels les gens avaient l'habitude d'interagir avec des messages. Par ailleurs, en Inde, nous avons des plateformes éducatives qui sont des plateformes vocales. Et puis, nous avons également en Afrique de l'Ouest des exemples avec des tutoriels. Plus concrètement, l'IA va permettre d'atteindre aussi des élèves vulnérables, ceux qui vivent avec un handicap, qui savent pas, qui ne voient pas, ou bien ceux qui sont en échec d'apprentissage. Aujourd'hui, comme vous le savez, avec l'Internet, il y a beaucoup de contenus éducatifs auxquels on peut accéder. Donc, ces personnes-là, même si elles ne sont pas, elles sont analphabètes, ne parlent pas français ou anglais, mais parlent des langues locales, peuvent avoir accès via ces assistants vocaux à du contenu qui peuvent leur permettre d'étudier. Donc, l'IA ne remplace pas l'enseignant, mais elle renforce la capacité des élèves, donc de manière individuelle, pour mieux avoir accès à l'information. Donc, comme on le sait également, l'oralité, c'est un levier culturel et technologique dans nos géographies. Et donc, la majorité des enfants grandissent dans un environnement où c'est la langue maternelle qui est plus parlée que la langue officielle. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le numérique est aujourd'hui sur des langues qui sont parlées massivement, comme le français et l'anglais. Donc, grâce à l'IA, il est possible de traduire, de vocaliser du contenu en Wolof, en Peul, en Serer, de créer des assistants vocaux éducatifs dans les langues nationales et de rendre accessibles des plateformes éducatives qui étaient avant en français, mais en langue locale. Donc, un enfant peut apprendre à lire en Wolof, comprendre une leçon de science en Peul ou faire un exercice oral en Serer. Donc, les impacts, c'est vraiment l'inclusion numérique des personnes analphabètes, l'accès élargi à l'information, comme on le sait aujourd'hui avec l'IA générative, on a accès à toutes les informations dans tous les domaines que nous voulons. L'idée également maintenant, c'est de faciliter cet accès-là aux personnes qui utilisent encore leur langue locale, leur langue maternelle. Et ça permet de sauvegarder et de valoriser les langues et les cultures en local. Donc, les recommandations, c'est vraiment d'intégrer les outils d'IA multilingues dans les politiques éducatives, donc permettre aux étudiants, aux enseignants d'avoir accès à des terminaux, à des logiciels qui leur permettent de faire, par exemple, de la traduction en temps réel d'une langue vers une autre, d'une langue la française, par exemple, vers une autre langue, de soutenir l'innovation locale. Il y a beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui travaillent dans ce sens-là. Maintenant, il faut que l'écosystème
éducatif travaille à intéresser ces populations-là de start-up, d'entreprises à l'éducation pour pouvoir développer des solutions innovantes, mettre en place un cadre éthique et inclusif. Donc, l'éthique également est très important. Là, on parle d'éducation. Donc, il faut vraiment cadrer et réguler cette partie-là et promouvoir le partenariat public-privé. L'éducation, c'est vraiment le domaine, on va dire, du public, mais le privé peut fortement y contribuer par rapport à ce que Omar disait tout à l'heure. Donc, en conclusion, l'IA et la voix humaine sont des leviers d'une éducation équitable, mais l'IA n'est inclusive que si elle parle la langue locale. Donc, on en appelle à tous les secteurs, privés, publics, les ONG, à donc aider et supporter l'innovation autour de l'IA. Merci. Merci beaucoup, Aïssatou. Merci, Madame Ning, pour le pragmatisme. En général, les gens du privé sont très... Je n'attaque personne. Ils sont très pragmatiques. Vous voyez ce que je veux dire. C'est excellent parce que l'objectif de cette table ronde, c'est que chaque acteur ici puisse présenter les initiatives qui sont entreprises par leur entité et qu'on puisse discuter ensemble des synergies possibles. Et surtout à terminer en évoquant la nécessaire question de cette synergie à développer entre le secteur privé et le secteur public. Alors maintenant, je me retourne vers, on reviendra tout à l'heure vers toi et surtout certainement pendant les débats. Je me retourne maintenant vers notre ami Samba Diarry qui est avec nous depuis le début de la semaine, très actif, un passionné de l'éducation, qui va nous parler, Samba, tu vas nous parler de comment la transition numérique peut-elle transformer l'éducation lorsqu'on introduit naturellement les langues à l'école. Merci Samba de ta présence. Voilà, merci beaucoup Omar. Bonjour à toutes et à tous. Je m'en vais donc. Voilà, donc je m'en vais vous présenter dans le cadre de cette table ronde 4 l'implication du secteur privé au développement de la réforme éducative bilingue. L'apport d'Africatic, qui est une organisation qui développe des solutions dans le cadre du numérique éducatif pour appuyer les systèmes éducatifs africains, n'est-ce pas, dans leur développement. Nous savons très bien que la performance des systèmes éducatifs en général et de ceux des pays du Sud constitue l'un des défis les plus importants du fait de plusieurs facteurs, notamment la pression exercée par les sociétés qui sont fortement aujourd'hui structurées par les nouvelles technologies, le numérique, l'IA, la robotique, etc. Mais aussi la pression exercée également par ces sociétés en matière de qualité de l'éducation, la pression exercée par les stocks de population qui ont un enjeu de littératie en règle générale, que ce soit des jeunes qui frappent à la porte de l'école ou des adultes qui ont une faible scolarisation ou des adultes analphabètes, comme on dit, ben, tout cela constitue des défis auxquels des solutions doivent être apportées. Voilà, je vais... Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Alors, notre intervention porte donc sur soutenir la transformation de l'éducation en Afrique dans des contextes multilingues, multiculturels et dans un contexte de transition numérique. Approche et outils numériques développés par Africatic. Nous partons de 3 questions problèmes. Ben, on ne va pas les développer ici, mais c'est tout simplement des repères. Quels sont les défis auxquels l'éducation de base, c'est-à-dire cycle fondamental, alphabétisation et méthode d'éducation alternative en Afrique,
et donc au Sénégal. Quels sont les bénéfices pour l'Afrique d'une approche biplurilingue articulée au numérique éducatif? Comment Africatic pourrait contribuer au développement de l'enseignement biplurilingue dans le continent? Oui, c'est à droite même. Bon, j'arrive pas. Alors, je vais partir de quelques... Ça ne fonctionne pas. Hein. Je ne sais pas. Est-ce que, Samba, tu peux donner Oui, à chaque fois le go? hein. Fosia, on peut piloter depuis là-bas? C'est possible, comme ça. Samba dit à chaque fois Diapo. Diapo. Mais très rapidement pour faire passer les slides. À chaque fois, tu dis Diapo. Parce que ça, c'est un peu lent aussi. Hein. On risque de... Il y a un petit temps de latence. Oui, je sais, c'est ça que j'ai fait. Mais bon, voilà. OK. Ah, il faut attendre une seconde. OK, donc je vais reculer un peu. C'est bon? Donc, je vais partir de quelques données. Hein. Surtout concernant... Est-ce que vous pouvez piloter à partir de la régie les slides? Voilà. M. Ndiaye va vous dire à chaque fois Diapo et vous cliquez pour avancer. Voilà. Donc, non, revenez en arrière sur les données démographiques qui nous permettent d'avoir un peu... Revenez en arrière encore. Voilà, donc nous avons quelques déterminants démographiques avec une population de 18 millions après le recensement, donc, ou bien les données de l'ANSD de 2023. Une population donc de 18 millions avec une part extrêmement importante de jeunes entre 6 et 16 ans. Vous voyez, on a à peu près 5 millions. Donc l'âge médian, 19 ans, c'est-à-dire l'âge qui divise la population en deux effectifs égaux. La part des moins de 15 ans, c'est à peu près 40% de la population. Et vous imaginez la pression que cela exerce sur l'éducation. Et cela est dû donc à des indicateurs de croissance démographique, l'indice synthétique de fécondité, qui est à peu près de 4 enfants par femme durant sa vie féconde, 15-49 ans. Vous voyez? Et donc, tout cela constitue des facteurs. Slide, s'il vous plaît. Voilà, avec donc ce qui donne cette image-là, une pyramide des âges, très gonflée au niveau de la base, une base élargie, donc jusqu'à l'âge de 19 ans, vous voyez, les effectifs des jeunes femmes et garçons sont très importantes. Le sommet est filé, les populations 65 ans et plus, à peu près 3% de la population. Voyez, slide, s'il vous plaît. Voilà, ce que disent maintenant les données scolaires aussi. La ANSD estime à peu près à 72% la population alphabétisée. Et donc, on se retrouve avec près de 40% de population qui ne sait ni lire ni écrire dans une langue bien déterminée, ni faire des mathématiques simples liées à la vie courante. Allez-y. Voilà. Quand on regarde ici, c'est également un ensemble de données concernant donc, la scolarisation. Vous voyez l'effectif, ou en tout cas le pourcentage de population qui n'a jamais fréquenté l'école, population qui a fréquenté l'école, qui ne fréquente plus et qui fréquente. Donc, nous avons des données. Quand on regarde les effectifs de population qui n'ont jamais fréquenté l'école, à peu près 20%, ça pose énormément de problèmes. Et ceux qui fréquentent l'école, c'est autour de 59%, garçons et filles compris. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà donc ces données, la pression exercée par la population scolaire sur les systèmes éducatifs, et c'est pareil pour beaucoup de pays d'Afrique. Nous avons à peu près ici, au niveau du primaire, à près de 2 millions d'enfants donc, qui frappent à l'école. Donc, 44% des effectifs qui sont à l'école sont constitués par des élèves de l'école primaire. Et beaucoup de données également au niveau international estiment que plus de 80% de ces enfants-là vont à l'école mais n'apprennent pas.
voyez? Donc, ça pose énormément de problèmes. Alors, quelles sont les solutions, les bénéfices pour les systèmes éducatifs apportés par le numérique? La première chose, c'est l'élimination des barrières géographiques et linguistiques, avec un accès élargi et équitable à l'éducation. Les zones, n'est-ce pas, peu pourvues en infrastructures scolaires et en matériel scolaire peuvent être desservies, n'est-ce pas, en utilisant les solutions numériques. Développement des contenus multilingues, multiculturels, facilitant l'inclusion des apprenants non francophones, non arabophones, non lusophones, etc. En tout cas, des populations, des jeunes qui ne sont pas des locuteurs natifs de ces langues étrangères-là. Et donc, la possibilité également d'offrir des applications multimédia qui allaient à la fois le son, les images, vidéos, textes, contenu interactif, etc., etc. Et ceci permettra vraiment d'inclure toutes les populations qui ont un enjeu de littératie. Vous voyez, personnalisation des apprentissages, inclusion, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je crois que depuis 2 jours, on en parle. Adaptation des apprentissages au rythme, niveau, style et à la langue de chaque apprenant. Donc, c'est vraiment l'inclusion. Le respect également, ou en tout cas la prise en charge des parcours différenciés selon les langues, les langues familières des enfants ou les contextes socioculturels. Des environnements également axés sur des stratégies cognitives, métacognitives, etc. Axés également sur des tâches qui sont significatives, des tâches complexes et complètes. Donc, nous sommes dans des paradigmes épistémologiques constructivistes et socio-constructivistes. Nous fondons donc notre démarche sur ces paradigmes-là. Des environnements favorisant également des apprentissages contextualisés, donc culturellement, ancrés culturellement. Donc, comme on le dit, des situated learning et des environnements d'assistance technologique, synthèse vocale, transcription automatique, interface visuelle, etc., comme Madame vient de nous l'apprendre. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, allez-y, on va sauter ces étapes-là, valorisation des langues et cultures, etc. Donc, il y a énormément de bénéfices, information, personnalisation, formation et professionnalisation des enseignants. Il y a énormément donc de choses. Pour en venir maintenant aux solutions africatiques, vous pouvez dérouler, s'il vous plaît. Voilà, on va passer très vite sur ce constat-là. Un enseignant qui dit « je suis enseignante en CE1 à Dakar depuis de nombreuses années. Je fais plus d'un tiers des élèves qui ne savent ni lire ni écrire. Depuis que mon école a intégré le programme bilingue ou le français, je vois les regards s'illuminer, la confiance est retrouvée chez les enfants et les progrès deviennent considérables. » Donc, ceci résume à peu près tous les bénéfices qu'on a développés ici sur les avantages d'un enseignement plurilingue. Et nous sommes donc ici. Alors, c'est un dispositif. On a dit dispositif, mais c'est dispositif multilingue. Donc, c'est des applications de formation en ligne, en présentiel, des contenus qui sont personnalisés, voilà, un apprentissage ancré donc sur le réel, etc. Allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Notre méthodologie est prouvée sur le continent. Nous sommes présents dans 14 pays, 250 000 élèves qui sont formés et 1000 écoles. Avec donc les partenaires, notamment la Fondation Sonatel et énormément de partenaires. C'est une société qui est basée, qui a été créée en France, bien sûr, en 2019 et donc qui est présente en Afrique. Allez, allons-y. Voilà, donc c'est une équipe. Voilà. Je te donne 30 secondes de plus. 30 secondes. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, donc notre implantation au Sénégal et en Afrique donc offre des solutions qui sont adaptées aux enseignements pour les écoles. Il y a un certain nombre d'avantages, amélioration de la lecture, écriture, des mathématiques, une montée en puissance donc des compétences de façon plus efficace, plus rapide, gain de temps, etc. Pour les enfants également, contextualisation, autonomisation, etc. Vous voyez,
des applications donc numériques qui sont très diversifiées, et vous avez aussi notre méthodologie aussi est centrée sur l'accompagnement humain. Hein. L'humain est tout de même présent. Et voilà, donc au Sénégal, nous avons donc des liens, hein, protocole d'accord avec le PROMET, hein, c'est l'organisation du ministère qui s'occupe de ces questions d'enseignement à distance. Vous voyez, hein? Et donc les cas d'usage, il y en a énormément. On voulait montrer quelques exemples. Vous pouvez y aller. Je te laisse conclure. Voilà. Samba. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, Africatic est une organisation qui offre des solutions éducatives basées sur le numérique, l'intelligence artificielle et plus tard la robotique. Nous sommes en train de travailler dans l'élaboration de manuels, non pas numériques seulement, mais de manuels intuitifs qui évalue un peu ou évalue les besoins éducatifs de chaque apprenant et lui propose des solutions et des réponses adéquates. Merci beaucoup, Samba. Voilà. On y reviendra. Je suis Merci certain beaucoup. que pendant les débats, merci Samba. Je vous l'avais dit, c'est un passionné, il est généreux, il veut tout donner. Mais on va y revenir, Samba. Il y aura beaucoup de questions sur ce que vous êtes en train de faire. Je suis convaincu que lorsqu'on va impliquer davantage, avec une forte implication du secteur privé, nous allons significativement régler la question de l'inclusion, l'amélioration, bien sûr, de la qualité des apprentissages. C'est pour ça que vous êtes là, pour qu'on puisse continuer par la suite. Au-delà de ce colloque, Rémi le disait hier, il y aura un certain nombre de recommandations qui seront proposées. Et parmi ces recommandations, peut-être qu'on aura ici, à la fin de ce panel, quelques propositions très fortes. Alors, tu as parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On va y aller. On va maintenant donner la parole à M. Mbeng, qui travaille beaucoup sur cette question de l'IA. Alors, M. Mbeng, la question comme vous le savez, l'IA aujourd'hui pose beaucoup de questions, mais moi, je pense personnellement qu'il faut la dompter, il faut l'amadouer, il faut donner les outils aux individus pour qu'ils puissent comprendre. Alors, comment, selon vous, l'IA peut-elle accélérer l'accès aux ressources, par exemple, éducatives, renforcer la recherche et tout simplement développer des synergies entre différents acteurs? Vous avez 8 minutes comme tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Alioune Bada Meng. Je gère une startup qui s'appelle Andakia. Andakia qui signifie en traduction littérale And ak IA, avancer avec l'intelligence artificielle. Et nous sommes une startup beaucoup de gens ne comprennent pas quand on le dit pour la première fois. On est spécialisé dans l'intelligence artificielle et sa capacité à comprendre et traiter ce qu'on appelle les langues à faibles ressources. Les langues à faibles ressources, pourquoi? C'est parce que, comme on l'a dit, les présentations précédentes l'ont très bien amené, on a à peu près 560 millions d'Africains, d'après la Banque mondiale, qui s'expriment principalement dans leur langue nationale. Pourtant, la majorité des outils technologiques que vous avez aujourd'hui sont conçus en français, en anglais ou dans la plupart des langues que ces gens-là ne savent pas lire ou écrire. Et il existe très, très peu, pour ne pas dire aucun, d'outils performants aujourd'hui permettant de traiter les langues, ce qu'on appelle les langues à faibles ressources, comme le Wolof, etc. Pourquoi à faibles ressources? C'est parce que l'ensemble des langues africaines, et on parle de l'ensemble des langues africaines, Yoruba, Wolof, Bambara, etc., ne représentent que 0,02% de l'ensemble des données disponibles sur Internet. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, la matière première pour faire de l'IA, ce sont les données. Donc, si ces données-là sont très, très, très peu représentées, voire quasi inexistantes lorsqu'on parle de 0,02%, c'est extrêmement difficile d'avoir des modèles performants dans ces langues-là, ou en tout cas que les modèles que l'on connaît généralement, ChatGPT, Grok, etc., soient performants dans nos langues, parce que ces modèles-là ont été entraînés sur presque l'ensemble des données disponibles sur Internet. Et dans ces données-là, nos langues sont très, très peu représentées. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à créer des modèles justement spécialisés dans ces langues à faibles ressources. Les premiers qu'on a eu à attaquer, la première, excusez-moi, c'est justement le Wolof, bon, pour des raisons évidentes mais très subjectives. Et
on est parvenu à créer une panoplie de modèles d'intelligence artificielle qui justement interviennent dans la reconnaissance vocale, la transcription, les voix de synthèse, la traduction, etc., etc. Aujourd'hui, ces modèles sont utilisés pour beaucoup de choses chez des acteurs privés, notamment qui font dans le transfert d'argent comme public. Et justement, ce qu'on a eu à apprendre cette dernière année, parce qu'on a presque un an d'existence maintenant, c'est que le vrai challenge, selon nous, pour répondre à la question, se trouve justement dans les synergies qui doivent être faites entre les acteurs du privé et ceux du public. Parce que nous, on a fait le pas d'aller voir le public avant même d'aller voir le privé. On a eu à rencontrer pas mal de ministères, dont le ministre et le ministère de l'Éducation. Et souvent, beaucoup de problématiques qui nous sont exposées sont des problématiques que la technique résout déjà. Donc, en réalité, pour beaucoup de points, le challenge est moins technique que structurel, j'ai envie de dire. Beaucoup de problématiques que l'on nous présentait comme étant des problèmes que le ministère de l'Éducation cherche à résoudre, techniquement ne représentaient pas vraiment des barrières. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est des modules qui peuvent être utilisés ou imbriqués dans d'autres solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Si demain, une startup quelconque veut faire, par exemple, une plateforme d'éducation comme Africatic, ils peuvent utiliser nos modules pour pouvoir, par exemple, créer un chatbot qui peut répondre à des questions des élèves en Wolof, etc. Mais l'autre chose, c'est que pourquoi c'est important de collaborer avec les privés? Nous, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu investir énormément dans la recherche et le développement. Lorsqu'on crée nos modèles, avant qu'on réussisse à avoir des modèles performants, on a eu à investir énormément d'argent et de temps, ce qu'un acteur public n'aurait peut-être pas pu forcément se permettre parce qu'ils n'ont pas forcément cette vocation-là. On a pu aller chercher des expertises, des ressources, des données à des endroits où forcément peut-être le ministère ou la grande entreprise n'aurait pas pu forcément avoir ces accès-là. Par contre, on se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques à l'éducation et qui ne sont pas que techniques. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la voix lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, mais même pour le contenu écrit, nous, le ministère de l'Éducation nous a fait savoir que dans les langues nationales, ils ont très peu de contenu éducatif écrit qui existe aujourd'hui. Un modèle d'intelligence artificielle performant peut permettre de générer du contenu, peut permettre de générer des cours en mathématiques, en sciences physiques, en chimie, etc., qui n'existent pas forcément aujourd'hui, peut permettre même d'aider l'enseignant à expliquer certaines choses ou à lui-même comprendre certaines choses, parce que les enseignants non plus n'ont pas la quasi-totalité de ce qu'il faut savoir tout le temps, surtout dans les langues nationales. Donc tout ça, l'intelligence artificielle peut aider à le faire, mais où est-ce qu'on place le curseur? Quand est-ce qu'on sait qu'on doit permettre tout le temps à l'apprenant comme à l'enseignant de pouvoir utiliser ces outils d'intelligence artificielle-là? Qu'est-ce qu'on confie à l'homme? Qu'est-ce qu'on confie à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'élève, quelle information donne-t-on à l'élève sur des sujets parfois qui peuvent être très ouverts? Je donne un exemple. Lorsqu'aujourd'hui, vous allez demander à ChatGPT ce qu'il pense je vais éviter de prendre un sujet sensible, mais ce qu'il pense de la colonisation, il aura une réponse différente selon le contexte qui a été mis dans cette intelligence artificielle-là. Et tout ça, ce sont vraiment des préoccupations, j'ai envie de dire, éthiques, contextuelles, morales, qui dépassent la technique, mais qui font que c'est vraiment la synergie entre les acteurs qui sont en charge de cela, en l'occurrence ici, c'est de l'éducation, les startups qui peuvent venir avec l'expertise, et peut-être d'un autre côté, les structures en charge de financer, etc., qui peuvent faire qu'on aboutisse à des solutions qui règlent les problématiques qui existent aujourd'hui. Et nous, c'est vraiment dans cette lancée-là qu'on cherche à se positionner. Merci.
Merci beaucoup, M. Meng. C'était intéressant aussi. On y reviendra pendant les questions et réponses pour vous poser, j'espère, quelques questions et on pourra par la suite continuer lors du déjeuner, les discussions. Alors, on va passer maintenant à M. Ngom de la Fondation Mastercard. Comme vous le savez, qui travaille beaucoup sur la question de l'inclusion, de l'accès à l'éducation. Alors, monsieur Ngom, la question qu'on voudrait vous poser, quel modèle de partenariat privé-public, parce que vous avez une longue expérience sur ce type de partenariat, la Fondation Mastercard juge le plus efficace pour améliorer l'inclusion et le multilinguisme à l'école? Vous avez donc 8 minutes pour nous proposer une réponse. Merci. Merci beaucoup, Omar. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et merci pour l'initiative que la Fondation Mastercard trouve vraiment excellente et qui mérite d'être posée. Je pense, quand j'ai lu déjà la thématique, j'ai dit peut-être que l'IFEF est en train de cultiver le jardin de la Fondation. Parce que nous croyons fermement à l'inclusion parce que pour nous, c'est un gage pour la réussite, surtout des apprenants au niveau des établissements d'apprentissage. Et pour donner le ton, je partage tout de suite, par exemple, la mission de la Fondation. Parce qu'au niveau de la Fondation Mastercard, nous croyons créer, et c'est ce que nous faisons chaque jour, c'est créer un monde où chaque personne, chaque individu apprend et s'épanouit. Et pour ce faire, nous mettons le focus sur l'éducation de qualité et l'inclusion financière. Donc, tout est inclusion. Tu as parlé, Omar, de ce partenariat. Et ce partenariat, c'est notre viatique. Et c'est basé déjà sur les valeurs que nous partageons au niveau de la Fondation. Parce que pour nous, aujourd'hui, pour sceller un partenariat digne de ce nom, il faut ces 5 valeurs. Notamment l'écoute, ce que nous sommes en train de faire. Pour écouter, il faut toujours faire montre effectivement d'humilité, de dire que c'est pas toi qui connais. On est 5 ici. On est combien au niveau de la salle? Si on n'est pas humble, on n'écoute pas. Et si on n'écoute pas, ça veut dire qu'on ne fait pas preuve de respect. N'est-ce pas? Et fort de ces 3 valeurs déjà, on en vient maintenant à la 4e valeur qui est extrêmement importante pour nous, c'est la co-création. On a beaucoup entendu ce matin les gens parler de ça. Il faut cette synergie, n'est-ce pas, pour pouvoir en arriver là. Et co-créer, c'est pourquoi c'est vraiment pour impacter. On a commencé ce plurilinguisme dans beaucoup de pays pendant très longtemps, mais l'impact reste toujours faible. N'est-ce pas? Et tout ce que nous faisons aujourd'hui dans cette salle, et même les gens qui ne sont pas là, c'est vraiment impacter, en arriver à quelque chose de palpable, n'est-ce pas? Et là, ça me permet d'aller un peu, parce que nous, au niveau de la Fondation, c'est ce on est vraiment présent partout, dans beaucoup de pays, dans 49 pays, mais physiquement, peut-être dans 7 pays, anglophone plus le Sénégal qui aujourd'hui s'éprend sur l'UMOA. Mais tout ce que nous faisons, c'est basé sur les politiques éducatives. Et pour ce qui est du Sénégal, quand je prends toujours le paquet, ça je le dis partout, cet acronyme, tous les vocables pour moi sont importants, mais il y a un vocable qui m'est très cher, c'est l'équité, le E. Parce que l'équité, c'est quoi? C'est au moins accorder à chacun son dû, même si ça nécessite quand même des efforts supplémentaires. Et aujourd'hui, pour nous, au niveau de la Fondation, indépendamment de la race de l'enfant, indépendamment de sa langue, de son ethnie, de sa situation géographique, etc.,
il a le droit, n'est-ce pas, d'être éduqué. Il est vrai que nous n'intervenons pas directement avec les gouvernements. On l'a fait exceptionnellement, peut-être au Sénégal, avec le MEPC, et peut-être quelque part avec la DER, n'est-ce pas? Mais ce que nous faisons, nous intervenons à travers les experts, c'est-à-dire les organisations de mise en œuvre qui connaissent mieux le terrain. Et à chaque fois que nous intervenons dans un pays, c'est comme ça. On fait un mapping, une cartographie des gens, des experts en la matière, et on contractualise avec eux pour avoir beaucoup plus d'impact. C'est la raison pour laquelle, et ça c'est pour les exemples concrets, nous avons contractualisé avec l'université virtuelle, ex-université virtuelle, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Force N, où nous visons de former 80 000 jeunes. Et parmi ces 80 000, les 70 000 auront au moins du travail. Que ce soit un self-employment, c'est-à-dire un travail qui soit à travers une entreprise qu'ils ont mise en place, ou encore inséré dans un emploi salarié. Et ça me permet de faire un peu la corrélation dont on a parlé ce matin entre la demande du marché et la qualification. Et là, on fait dans l'inclusion parce qu'il y a un certificat qui s'appelle IA pour tous. Vous en avez parlé tout à l'heure. Nous ne voulons laisser personne en rade. L'autre exemple, c'est avec EDC Sénégal, que vous connaissez, l'Education Development Center, où nous travaillons dans le cadre d'un programme qui s'appelle Programme de formation professionnelle et d'insertion. Il y a toujours cette insertion. Et ce qui me fascine dans ça, c'est que surtout les personnes les plus vulnérables, parce qu'au niveau de la fondation aussi, on nous dit allez trouver les hardest to reach, c'est-à-dire les jeunes qui sont dans des situations vulnérables, qui sont dans des coins les plus reculés. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu compte qu'il y a des apprentis aujourd'hui qui sont techniquement excellents. Vous allez dans les daras, vous trouvez des jeunes qui sont dans les daras qui maîtrisent le Coran. Mais que malheureusement, pour les apprentis, ils ont peut-être la malchance de n'avoir pas acquis une langue quelconque. Donc, il y a des modules de soft skills qui sont proposés, malheureusement, tels qu'ils sont conçus, ne leur sont pas accessibles. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons converti tous ces modules en langue locale déjà, mais en mode sonore et visuel. Et on s'est rendu compte 1, 2, 3 ans après que ces jeunes sont devenus autre chose. Je termine, je sais que je suis... Continue. Voilà. Donc, pour les daras que vous connaissez également, on s'est rendu compte que dans beaucoup de daras, les jeunes maîtrisent le Coran, ils sortent et bonjour les problèmes, parce qu'ils ont besoin aussi de participer au développement économique de leur pays. Mais malheureusement, on ne les a pas, le système ne les a pas préparés à ça. Donc, nous sommes entrés aussi dans ces daras-là avec le même modèle, et on s'est rendu compte 1 an, 2 ans après que c'est ces jeunes qui sont devenus aujourd'hui des entrepreneurs. Et c'est avec fierté que nous recevons toujours les feedbacks, n'est-ce pas, avec des produits, des entreprises qu'ils ont mis en place. Je termine par le CGS parce qu'on parle de jeunes. Au niveau de la fondation, c'est vraiment que des jeunes. Le consortium Jeunesse Sénégal, nous avons travaillé sur un programme qui s'appelle YE. YE, bon, c'est en anglais, c'est Youth and Entrepreneurship in Agri-Food, n'est-ce pas? Et vous qui connaissez le CGS, ils sont logés dans la banlieue dakaroise, n'est-ce pas, avec un centre qui s'appelle Yakar, qui forme, qui monitore, qui coach, qui fait tout. Mais malheureusement, les jeunes qui habitent à des centaines et des centaines de kilomètres de Dakar ne peuvent pas en bénéficier. Nous avons travaillé avec eux à répliquer ce modèle-là dans d'autres régions du Sénégal. Et on ne s'est pas arrêté là parce qu'on parle d'inclusion. Les jeunes, c'est dans les capitales régionales que ces centres sont logés. Comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble à aussi faire bénéficier d'autres jeunes dans les milieux les plus reculés? Nous avons mis en place ce qu'on appelle des hubs mobiles, n'est-ce pas, qui sont ces centres-là en miniature, mais qui vont trouver effectivement ces jeunes-là là où ils sont, et ils seront accompagnés par d'autres jeunes de la localité qui sachent parler la langue qu'ils parlent. Et là, c'est une manière également de les inclure. Donc,
Je sais que j'ai un peu dépassé, mais Non, c'est bon, on parfait. aura l'occasion de revenir sur certaines Pendant les choses dans les débats. questions. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, M. Ngom. Merci beaucoup, M. Ngom, pour l'engagement de Mastercard. Merci. On a dit tout à l'heure que l'objectif de ce panel, c'est que vous présentiez vos initiatives, également qu'on puisse réfléchir sur les synergies entre le privé et le public. Mais déjà, en vous écoutant parler, il y a des synergies entre vous. Il faudra peut-être qu'on organise peut-être une réunion ou une autre table ronde, peut-être à Genève, pourquoi pas, et on pourra discuter de tout ça. Alors, je voudrais maintenant, avec votre permission, donner la parole à Chloé, qui représente la Fondation BOA. Alors, je vous demande de l'applaudir encore. Pourquoi? Parce qu'elle vient de loin. Tous ses co-panélistes sont de Dakar, sont basés à Dakar, et elle vient de loin. Je pense du Maroc, il me semble. Voilà, on est basé à Casablanca. Alors, Chloé, est-ce que vous pouvez nous parler des initiatives numériques pilotes au sein de votre fondation? Vous avez 8 minutes. Merci. Alors, merci beaucoup. J'avais fait une petite présentation. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de soucis techniques. Ah, mais elle Elle est est là. arrivée. Merci. On l'a reçue. Donc, alors moi, ça va être très concret, très orienté terrain. Est-ce qu'on a le petit truc pour changer ou bien quelqu'un peut passer à la slide suivante? Alors, la Fondation Bank of Africa, merci beaucoup. On est une fondation modeste, donc du groupe Bank of Africa. On est basé au Maroc parce que notre maison mère, le groupe BMCE, est basé au Maroc. Et je vais vous présenter très rapidement Ouais, voilà. Donc, une première slide pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on est basé et ce qu'on fait. Alors, la fondation, on est une fondation d'entreprise classique. On n'a malheureusement pas les moyens de la fondation Mastercard ou d'autres grosses fondations qui peuvent vraiment avoir un impact au niveau systémique. Nous, on va vous présenter des initiatives vraiment pilotes, des expériences, des retours du terrain. Et on est très content d'être là parce on aimerait bien avoir votre retour et avoir des suggestions, peut-être des propositions de partenariat pour voir qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Alors, on a été créé en 99 par les entrepreneurs, par les administrateurs du groupe qui recevaient beaucoup de demandes partout et de construction d'infrastructures scolaires et sanitaires. Et c'est ce qu'on fait depuis. En fait, plus de 70% de notre budget va dans la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires. On est présent dans 7 pays, donc principalement Afrique de l'Ouest et Madagascar. Et on est en train d'ouvrir à Brazzaville, à Burundi et à Djibouti. Je me rends compte que le truc est mal posé. Mais bon, on a une petite partie, voilà, qui va dans des initiatives pilotes d'éducation, d'amélioration de l'éducation et la santé. Alors l'éducation, nous, ce qui nous intéresse, c'est, comme on n'a pas des gros moyens, c'est de tester des prototypes avec des petits partenaires, comme les Fab Labs, comme des petites associations. Et donc, par exemple, au Bénin, c'est un des pays où on construit le plus d'écoles en milieu rural principalement. Et on avait rencontré un partenaire qui s'appelle le Blow Lab, qui est un Fab Lab et qui fait plein de choses pour justement l'alphabétisation numérique du pays et la démocratisation du digital dans le pays. Et ils avaient un camion comme ça, un semi-remorque à disposition. Et on s'est dit, ça serait bien si donc ce camion pouvait aller visiter les écoles qu'on construit pour faire une introduction au numérique aux élèves. On a ciblé les élèves du primaire parce qu'on a beaucoup entendu que le numérique était dans les gouvernements vraiment un programme plutôt ciblant les collégiens. Et on s'est dit, mais nous, si on veut essayer de contribuer à réduire la fracture numérique, il faut s'attaquer aussi aux jeunes en milieu d'apprentissage. Donc, on a sillonné comme ça le Bénin, on a fait 7 localités, et à chaque fois, donc pendant les vacances, on a fait des tours, voilà, dans les écoles. On a eu énormément de succès. On a dû même faire, ça c'est en Côte d'Ivoire. On a eu énormément de succès. On a dû faire ouvrir les programmes aux enseignants.
qui avaient envie de savoir aussi utiliser un ordinateur, parce que c'était pas tout le cas au Bénin. Et là, on s'est dit, il y a vraiment une forte demande et un fort besoin d'acquérir ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Et on se pose la question, nous, comment modeste Fondation BOA, on peut contribuer à ça? On a fait nos classes numériques mobiles au Bénin. On essaie de les pérenniser en faisant des classes numériques fixes. C'est pas toujours évident au vu de des différents programmes et des autorisations à faire. Et on s'est aussi rendu compte du problème linguistique, c'est-à-dire que les enfants à qui on s'adressait avaient un niveau de français qui leur permettait pas d'avoir les cours, de participer pleinement à l'introduction, à nos cours d'alphabétisation numérique qu'on proposait. Et on est en train de voir avec le partenaire comment localiser tout ça, comment on peut peut-être traduire ou inventer, refaire des modules qui permettent justement, qui sont plus adaptés aux enfants dans les langues locales, etc., et qui permettent peut-être de rattraper des connaissances qui leur permettent d'acquérir les compétences de base en lecture, écriture et mathématiques. Alors, en Côte d'Ivoire, on a fait aussi ce programme. On a moins le problème de la langue parce que les élèves sont plus francophones et qu'il y a beaucoup de langues en Côte d'Ivoire. On a fait deux écoles à Abidjan principalement, et ça marche très bien. On voit que les élèves sont passionnés, que ça mobilise tout le monde et que les parents sont contents, surtout quand on fait des petites restitutions. Donc la suivante, voilà, c'était au Niger. Au Niger, on a fait une expérience numérique en partenariat avec SOS Village d'enfants, qui nous avait demandé de participer à un projet de mise en place de bibliothèques numériques offline, donc déconnectées, avec un partenaire français qui s'appelle DataCup. Donc ça, c'est donc dans leur école primaire, ils ont une bibliothèque numérique, et les professeurs, parce que SOS Village, ils ont aussi un programme assez intéressant de promotion du numérique dans leurs écoles, et ils utilisent donc des ressources en ligne, des ressources offline, hors ligne, qui sont donc sur la banque de données de DataCup pour appuyer le programme. Et nous, on a pensé que ce serait une excellente idée de déployer ce système-là dans nos autres pays ou dans les autres écoles qu'on appuie. Mais le système DataCup, donc, il est français et il est lié aussi avec un abonnement en français. Et nous, c'est aussi une question que vous avez abordée. La Fondation BOA, pour des raisons éthiques et structurelles, on préfère des partenaires africains ou basés en Afrique, parce qu'on peut pas envoyer l'argent. Voilà. Et donc on aimerait bien développer un programme de médiathèque numérique, mais avec des prestataires, des créateurs de contenu africains. Et je pense que là, vous pouvez avoir beaucoup de suggestions pour nous. Et le dernier, au Sénégal, en plus des dons d'ordinateurs, etc., on a contribué au programme École au Sénégal depuis 2019. Ça, au début, je vous avoue que on était un petit peu frileux parce qu'on se disait qu'est-ce que c'est que ça, École au Sénégal, des cours vidéo. Vous connaissez peut-être la plateforme en ligne. Et puis, on a une collaboratrice de la Fondation BOA au Sénégal qui nous a dit si, c'est très bien. Et bim, il y a Covid qui est arrivé. Et là, ça a eu un succès dingue. Et donc, ça nous a poussé à essayer de soutenir ce programme aussi dans d'autres pays, notamment à Madagascar, où on est en train pour le moment, on travaille avec une association qui s'appelle EducMad sur tout ce qui est STEM. Dons d'ordinateur pour faciliter comment ça s'appelle en français, les sciences, mathématiques, etc. Et on est en train de mettre en place le système École à Madagascar, la plateforme École à Madagascar, donc qui est le petit frère, la petite sœur de École au Sénégal, mais qui sera en français et malgache. Voilà un petit peu. Merci. Merci multilingue avec tous les merci des langues de nos fondations. Excellent. Merci. Si vous avez des questions, on est là. Merci. Je vous dis merci dans ma langue. Djeridjeuf, Chloé. Bravo. Merci pour cette présentation très dynamique. Et vous avez respecté le timing.
Alors, nous allons, je pense qu'il y aura des discussions entre vous parce que vous avez lancé un appel. Je pense que M. Meng, M. Ndiaye et tous les autres qui sont dans la salle intéressés par cette question de voir comment ils pourront travailler avec votre fondation c'est une belle opportunité. Merci d'être venu. Nous allons prendre une première série de... J'avais dit que je ne faisais pas de résumé. Nous allons prendre une première série de 3 questions. Je vois déjà le directeur général de l'ARED, mon ami Momodou. Djibril, bien sûr, je m'attendais à ta question, Djibril, parce que tu travailles beaucoup sur les questions de plateforme et de langue nationale. Donc, on va prendre d'abord le directeur général de l'ARED. On prend après Adjaratou et Djibril. C'est la première série et on revient vers vous. Il y a des questions en ligne. On reviendra vers toi. Prenons d'abord 3 questions et je reviens vers vous après. Cher Momodou, allez-y. Merci Omar, merci de nous avoir vraiment donné la chance de découvrir toutes ces initiatives. Moi, je dirige une ONG d'éducation et donc une organisation à but non lucratif. Et depuis 35 ans, nous travaillons sur les langues nationales. J'ai vu qu'avec l'intelligence artificielle, nous sommes en train de faire actuellement des choses extraordinaires. Je donne juste un exemple. Dans le mois d'avril, nous avons réuni des graphistes et des rédacteurs dans nos bureaux avec l'appui d'une formatrice au niveau international sur l'intelligence artificielle. En 5 jours, nous avons pu produire 18 titres illustrés et vraiment avec de la qualité. Ce qu'on faisait pendant des années. Aujourd'hui, nous avons par exemple au niveau de ARED une production de plus de 500 et quelques titres. Quand je dis ces titres-là, c'est-à-dire c'est des livres qui étaient produits il y a 20 ans, 30 ans et tout ça, et qui sont imprimés. Certains, il y a les fichiers, d'autres, on n'a pas les fichiers, mais on a les documents physiques. Mais je suis très frustré de voir par exemple que, et c'est notre préoccupation aussi d'avoir une équité sur les langues. Nous accompagnons le ministère de l'Éducation nationale. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui en Wolof ou en Serer ou en Pulaar, nous n'arrivons pas à faire ça dans les autres langues. Et nous pensons que c'est une opportunité avec l'intelligence artificielle de développer ça très rapidement. Mais il faut entraîner ces machines. Nous ne sommes pas des spécialistes. Vous êtes là. La question, c'est que est-ce qu'il est possible de trouver donc un partenariat, une synergie avec vos organisations pour rattraper vraiment ces retards de ces langues? Parce que nous avons les matériels qui sont là et qui sont utilisables, open source, que nous pouvons mettre à la disposition. Mais notre souci, c'est vraiment que les autres langues puissent rattraper le Wolof et le Pulaar ou le Serer et qu'on puisse faire quelque chose quand même pour le système éducatif. Et pas seulement au Sénégal, mais après de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour la sous-région. Merci. Merci Momodou et merci à ARED pour tout ce que vous faites pour la prise en compte des langues nationales dans nos systèmes éducatifs. Merci. Adjaratou et après Djibril. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ma deuxième question a été prise en charge par ARED. En fait, je voudrais attirer votre attention sur un fait. L'intelligence artificielle ne peut pas se développer sans un corpus. Et malheureusement, c'est vrai que l'on travaille beaucoup sur les langues nationales, mais il n'y a pas assez de corpus à noter et bien fait par des linguistes pour pouvoir faire des systèmes performants. Et j'encourage vraiment le secteur privé que vous êtes, les initiatives que vous faites, de travailler avec les instituts de recherche pour le développement de ces corpus-là. Ça, c'est ma première recommandation. La deuxième, c'est surtout en matière d'inégalité. Le professeur Mamadou l'a déjà dit. Il est vrai que la numérisation va beaucoup améliorer, va beaucoup favoriser l'enseignement bilingue et le développement des langues nationales. Mais je pense qu'il faut aussi penser aux langues minoritaires. Et j'aimerais savoir, par exemple, des programmes comme Andikia, comme l'autre Africatique. Quelles sont vos dispositions? Quels sont les cas que est-ce que vous pensez à ces langues minoritaires-là pour pouvoir les mettre dans les modèles que vous proposez? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adjaratou. On note la question sur les langues minoritaires pour M. Meng et M. Ndiaye. Une dernière question pour la première série. Oui, merci. Je ne sais pas si c'est des questions ou des contributions, parce que ça fait 18 ans que je travaille sur ces questions d'éducation articulées au numérique et dans les langues africaines.
Aujourd'hui, c'est clair. Les deux nouveaux paradigmes pédagogiques reposent essentiellement sur l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. Dans les présentations, je n'ai pas senti l'articulation, le lien entre l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. C'est les fondamentaux pédagogiques pour le 21e siècle. Ça, c'est le deuxième élément de réflexion que je pose. Ben, j'allais dire même, c'est juste un rappel. C'est un rappel. Parce que madame vient de parler de langue minoritaire. Je pense l'avoir déjà dit. Le grand défi des Africains d'abord, et il a dit, c'est la présence d'abord des langues africaines dans le cyberespace. Sur les 7000 langues, l'Afrique, les langues africaines, c'est 31 ou 33% du patrimoine linguistique mondial. Mais dans le cyberespace, nous ne sommes même pas à 6%. Comment aujourd'hui l'intelligence artificielle compte-t-elle absorber ce gap? Le troisième élément, toujours lié aux langues et au multilinguisme, c'est comment l'intelligence artificielle va articuler le multilinguisme à la société du savoir et de la connaissance. Pour moi, ce sont les véritables enjeux aujourd'hui au plan éducatif, au plan scolaire. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez un peu ce qui se passe au plan mondial, on se rend compte aujourd'hui que l'intelligence artificielle est au cœur du nouveau ordre mondial. Et ce qui explique d'ailleurs des pays comme l'Europe, la mise en place d'un fonds européen en intelligence artificielle. Parce que l'Europe a compris son retard sur cette question. Et pour combler ce retard, elle a mis en place un fonds commun européen. Les organisations partenaires de ces fondations-là, quelle est la stratégie aujourd'hui en termes de mise en place d'un fonds commun dans nos pays pour que nous puissions nous combler ce gap-là? Voilà un peu les trois questions sur lesquelles je... Alors, merci beaucoup, cher Djibril. Ce sont des questions, on va dire, très ouvertes. On pourra en parler, débattre autour de ces questions. Et tout le monde est concerné, pas seulement les panélistes, parce que ce sont des questions d'enjeux très importants. On va répondre à cette première série de questions avant de revenir vers vous pour prendre d'autres questions et également aux personnes qui sont en ligne. On commencera d'ailleurs par cette personne qui est en ligne qui a posé une question parce que la personne fait l'effort de nous suivre à distance. Alors, qui commence? Samba, allez-y. Le micro, Samba prendre. Voilà, je vais tenter donc d'interagir sur la question de Adjaratou. Pour ce qui est donc des langues minoritaires, ce qu'il faut faire donc pour que ces langues puissent être conservées par leur utilisation à l'école, parce que c'est un problème de conservation. Leur utilisation à l'école et leur utilisation également dans les interactions et pratiques sociales de tous les jours. Je crois que les deux, Monsieur le ministre Mamadou Ndoye et le professeur Mohamed Miled nous avaient hier suggéré des solutions. Il faut que ces langues-là soient outillées d'abord. Il faut que ces langues soient outillées, que les pouvoirs publics puissent aider, et les universités aussi, les laboratoires que vous dirigez puissent aider à l'outillage de ces langues-là. Leur doter donc d'un système d'écriture, d'un système de grammaire, pour que ces langues puissent être utilisées à la fois dans la vie publique, mais également à l'école. Et c'est ça qui aidera à les sauver. Pour éviter ce que monsieur le ministre Ndoye disait l'autre jour, que ces langues ne soient écrasées par les langues qui ont plus de force, qui ont été plus outillées. Donc voilà la question, et ça vous engage, ça engage les laboratoires qui travaillent ici. Je sais que le laboratoire de linguistique de l'IFAN que vous dirigez travaille beaucoup dans l'outillage des langues, notamment dans ce projet, n'est-ce pas, de terminologie, saine terminologie, et cela participera à prendre en charge ces questions-là.
Donc, élargir ces terminologies à ces langues dites minoritaires et essayer de faire ce travail-là. Merci Voilà ce beaucoup. que je voulais apporter comme réponse. Merci Samba, étant donné que tu as répondu à cette question. Je rebondis sur la question du directeur général de ARED, M. Lee, sur le partenariat. Qui veut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, M. Meng, allez-y. Merci. Merci. Je pense que c'est une question très, très intéressante. D'ailleurs, Madame Sall, on collabore sur un projet ensemble avec leur laboratoire. Mais le vrai problème, c'est que lorsqu'on est, nous, des entités privées, heureusement ou malheureusement, il ne faut pas nous en vouloir pour cela, mais on travaille parce qu'on a derrière un incentive qui est très souvent commercial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a développé des modules en Wolof. C'était d'abord parce qu'on avait des clients qui avaient ce besoin-là du Wolof. Les autres langues qu'on est en train de développer, en ce moment, le Pulaar, le Hausa, etc., c'est parce que justement, ces clients-là qu'on a déjà ou d'autres ont des marchés dans ces zones-là et ont ces besoins-là. Par contre, si on se limite à cela, on risque justement d'avoir des langues qui ne seront jamais intégrées dans les créations de ces modèles-là. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait des entités, et je pense que c'est le public qui peut jouer ce rôle-là, qui accepte de financer la recherche ou le développement dans ces langues-là. Je donne un exemple qui est peut-être pas seulement, qui n'a pas forcément trait à l'éducation, mais aujourd'hui, l'État du Sénégal est en train de mettre en place un guichet unique pour les procédures administratives, pour que le citoyen puisse, par exemple, demander un extrait de naissance à partir de son téléphone. On est en train de voir comment collaborer avec eux, mais nous, par exemple, on amène le Wolof. Ça fait que la majorité des citoyens pourront parler Wolof à cette application-là pour demander un papier, mais il y a des gens qui ne parlent pas Wolof. Même s'ils ne sont peut-être pas majoritaires, il y a des gens qui s'expriment en Serer, en Diola et dans ces autres langues-là, qu'aujourd'hui, presque aucun module, je pense que je peux même oser dire, aucun module ne prend en charge. Et nous, petits acteurs privés, on n'a pas les capacités humaines comme financières d'investir dans ces langues-là, sachant que ce ne serait plus ou moins que ce serait vraiment une œuvre entre guillemets sociale si on n'a pas derrière la demande commerciale qui suit. Ça peut aussi être par contre le fait des acteurs comme Orange, comme Sonatel, qui ont les ressources financières et les données, il faut le dire, pour pouvoir accompagner ces langues-là. Voilà, merci. Merci. Vous faites une excellente transition parce Oui, que Aïssatou justement. s'apprêtait à prendre la parole. C'est Allez-y. ça, en fait, voilà, un peu pour répondre à la question comment, pour le développement des corpus et résorber le gap de la présence de ces langues au niveau du CBRSS, c'est ça, ces contenus-là, il faut les créer parce qu'elles n'existent pas. Aujourd'hui, de par notre activité, nous avons beaucoup de données dans toute la région africaine. Donc, sur beaucoup de langues, aujourd'hui, Orange travaille pour permettre l'intégration à l'IA de ces langues-là. Et parfois, c'est des langues minoritaires. Donc, grâce à notre activité, nous, on a des données, donc sur des données vocalisées sur ces langues-là. Mais on investit également pour créer du contenu qui va permettre demain aux différents IA de pouvoir s'entraîner avec ces contenus-là. Voilà. Merci beaucoup, Aïssatou. Je propose qu'on prenne la deuxième série de questions. Je commence par notre responsable de communication, Vosia. Vas-y. Oui, merci beaucoup. Merci à tous nos participants et participantes en ligne pour les nombreuses questions. Nous allons donner la parole à Madame Jeannette Tagny pour poser sa question. Merci. Madame Jeannette, la parole est à vous. Merci de bien vouloir activer votre micro. Allez-y, Allez-y, nous vous entendons. Bonjour tout le monde. Bonjour chers panélistes. Je suis Jeannette Tagny Mapokam. Je suis étudiante, Je suis doctorante en linguistique à la Sorbonne Université et je participe à ce colloque depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun.
Et je suis vraiment très, très heureuse d'être en ligne depuis 3 jours. Et malgré qu'on puisse avoir des instabilités dans la connexion Internet, mais j'ai tenu à être présente encore aujourd'hui. Alors, ma question va à l'endroit du panéliste qui a parlé de la place de l'IA dans la conceptualisation des cours, dans la conceptualisation de l'enseignement. Et moi, la question que je me pose en tant que chercheur en langue, est-ce que l'IA n'est pas plutôt un facteur de fragilisation des savoirs? Fragilisation dans la mesure où en plus des élèves qui vont faire du copier-coller, juste ce que l'IA a fait comme proposition, ne réfléchissent pas. Et peut-être moi-même de voir, dans une salle de classe, on va se retrouver avec la même réponse partout. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour que on voie l'apport de l'élève et la place jusqu'où, je voudrais dire, jusqu'où est-ce qu'on va aller avec l'IA? Est-ce qu'on va pas se retrouver en embrassant facilement l'IA comme ça, de se retrouver dans un système où les enfants ou alors les apprenants n'utilisent plus leur capacité intellectuelle? Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour chez vous à Yaoundé. Merci. Alors, la question, je pense, bon, on y reviendra tout à l'heure. On prend d'abord 2 autres questions. Monsieur le ministre, d'abord, et après, on va vers Madame Sarr. Monsieur le ministre. On va lui donner. Mais c'est pour les autres. Je fais partie de la génération qui continue à prendre des notes et qui a besoin de papier et de stylo. Je vois que beaucoup d'entre vous n'ont pas besoin de ça. C'est pour dire que j'ai beaucoup de questions concernant des choses qui sont nouvelles pour moi. Mais je vais m'arrêter à une seule. Ce que j'observe, c'est que nous sommes dans une dynamique où il y a une multiplication des lieux de savoir. Et que ce que vous dites avec les technologies, avec les solutions, combinées à l'utilisation des langues locales, va encore multiplier ces lieux de savoir. Alors nous nous retrouvons devant une situation très concrète. C'est que le monopole académique est brisé. Il est brisé. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas une réflexion pour voir face au fait qu'il n'existe plus ce monopole académique sur l'apprentissage et le savoir, comment notre école traditionnelle, notre classe traditionnelle, nos enseignants traditionnels, comment on va les repositionner dans ce paysage-là, dans ce nouveau paysage. Vous nous aiderez, vous, mieux. Moi, en tant que spécialiste d'éducation, réfléchissant à cette question, j'ai toujours le barrage de mes traditions. Mais vous, acteurs avec un nouveau regard sur ce paysage, comment voyez-vous la place de l'école dans cette multiplication des lieux de savoir? Comment voyez-vous le nouveau rôle que l'enseignant doit avoir? Parce que ces élèves ne se contentent plus de son savoir. Ils vont chercher d'autres savoirs. Et le rôle de l'enseignant sera quoi dans ce nouveau paysage? Excusez-moi, hein, merci. Merci à vous. De très bonnes questions. Elles sont notées. On va y revenir. Madame Sarr.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des panélistes pour la qualité des interventions et remercier aussi les organisateurs. Il est très important aujourd'hui d'impliquer le secteur privé dans cette initiative pour 3 raisons. La première, c'est que le point commun de toutes ces présentations, c'est l'innovation. Le secteur privé stimule l'innovation. Je ne parlerai pas de la mobilisation des ressources financières qui est capitale pour ce genre d'initiative, mais aussi c'est pour soutenir la co-création. Ce qui m'amène à dire, de ces différentes présentations, je sens qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait des cadres de partenariat public-privé, qui soient vraiment des espaces de partage, de mutualisation des efforts, et c'est extrêmement important. Nous avons vu des solutions qui ont été partagées par l'ensemble de ces panélistes, et je pense qu'il est important qu'il y ait un cadre où le public et le privé pourraient échanger. L'autre élément qui me semble important et qui existe peut-être, c'est la mise en place d'un fonds d'innovation éducative multilingue. Je pense que ça, ce serait important pour la mobilisation des fonds. On l'a dit tout à l'heure, on ne cessera de le dire. Le financement de l'éducation, c'est un investissement. Il est important que toutes les parties prenantes puissent être contributeurs dans cela. Et la promotion de multilinguisme dans l'éducation nous amènera sans nul doute à l'identification de nouvelles opportunités économiques. J'ai oublié de me présenter, je suis Madame Sarné Senabou de la Fondation Mastercard. Et l'une de nos stratégies, c'est vraiment promouvoir l'éducation. On a la stratégie Young Africa Walk qui a pour objectif d'aider 30 millions de jeunes à acquérir à un travail gratifiant et digne. Alors, dans ce cadre, je pense qu'il est important que dès maintenant, qu'on puisse ensemble soutenir des initiatives communautaires qui naîtraient peut-être de la promotion de cette initiative à travers l'entrepreneuriat. On aura certainement à promouvoir des éditeurs locaux, des radios communautaires, etc. Et je pense que c'est extrêmement important. Et l'autre élément, c'est vraiment l'utilisation de la recherche comme pont entre les investisseurs et le terrain et la stratégie. Alors, j'avais une question peut-être que j'aimerais vraiment sur lequel j'aimerais que les panélistes reviennent. C'est vraiment cet aspect de partenariat. Par exemple, aujourd'hui, Orange nous a présenté beaucoup de solutions qui sont là. Et j'aimerais vraiment voir, est-ce qu'il y a une stratégie ou un plan de collaboration avec le ministère pour la promotion et l'utilisation effective de ces différentes solutions. Merci. Merci beaucoup, Madame Sarr. Beaucoup de questions. Madame la directrice, je pense qu'on va rajouter 2 heures de plus, avec votre permission. C'est tellement passionnant. Regardez, les gens veulent poser des questions, débattre, discuter. Alors, on prend votre question et après, on donne la parole aux panélistes. Moi, je vais commencer par remercier l'animateur qui a été contrôleur et gardien du temps et qui nous a permis de donner la parole à la salle pour justement interagir avec l'ensemble des participants. Et donc, merci à vous aussi d'avoir suscité les questions. Nous travaillons aussi à l'IFEF sur un outil de production de ressources pédagogiques avec l'intelligence artificielle et on essaie de produire un ensemble de cours. Et la question, votre remarque concernant les langues nationales est très pertinente parce que l'information, quand elle apparaît sur un média en Wolof ou en autre, et quand on teste ChatGPT, il ne trouve pas l'information parce que tout simplement, pour lui, l'information n'existe pas. Donc, c'est très bien de vraiment encourager les gens à produire en langue nationale, ne serait-ce que pour être présents dans les médias du futur et qu'on ne soit pas oublié ni notre culture, ni notre patrimoine, ni notre savoir-faire et savoir-être. Ma question maintenant, elle va être destinée à Monsieur Aliou Badara. Quand on produit des ressources éducatives libres ou des ressources éducatives par l'intelligence artificielle, c'est intéressant, mais il y a une grande partie d'humanisation des supports et aussi de contrôle de qualité qu'on perd quelque part. Est-ce que c'est pas intéressant aussi de produire une IA qui contrôle justement la production des autres IA? Merci, Madame la directrice. Alors, Madame la directrice est une spécialiste des technologies de l'information et de la communication. C'est sa spécialité de base. Donc, c'est une question qu'elle a l'habitude de parcourir et d'aborder.
On va essayer de répondre très rapidement. On pourra toujours continuer par la suite les discussions par mail, par téléphone, etc. Mais pour pouvoir reprendre peut-être une dernière série, Abi, c'est possible? Une dernière, non? C'est possible de prendre encore 2 questions? Merci beaucoup, Rémi. On vous donne la parole. Oui. À chaque fois, vous avez, allez, on va dire 1 minute pour répondre de manière très courte et claire. Et après, on continue les débats pendant le déjeuner. Merci. Ok, merci. En fait, je vais répondre à 2 questions. La première qui rejoint un peu la question du ministre Ndoye sur est-ce que l'IA ne va pas faire que les jeunes ne vont plus réfléchir. Je pense que ça rejoint un peu le fait que, en fait, il y a un fort impact. Et je pense que c'est mondial, hein, c'est pas lié juste le fait que l'IA aujourd'hui rentre dans les classes, dans les écoles. C'est au-delà des langues nationales. Je pense que en Europe, en Amérique, aujourd'hui, ces problèmes se posent. Mon époux est un professeur de langue et on discute beaucoup maintenant de l'IA et de l'impact que ça a dans les cours, les évaluations. Et un exemple, par exemple, qui m'a donné, c'est un jour sur une thématique bien précise. Il commence par dire aux élèves, ben, prenez vos téléphones. Vous avez 5 minutes avec le téléphone sur telle thématique pour trouver des informations. Donc, ils ont 5 minutes, ils vont sur Internet. Et après, maintenant, vous fermez tout, on ferme les téléphones et on discute. Donc, je pense qu'il faut repenser. Si je dois répondre à cette question-là, il faut qu'ensemble, avec tout l'écosystème, hein, c'est repenser à la manière d'éduquer et à la manière d'introduire ces outils-là dans l'éducation. Parce que quel que soit Alpha, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. L'IA est là, cette nouvelle technologie est là. Maintenant, pour moi, c'est repenser la manière d'éduquer, la manière dont, en fait, orienter l'utilisation de cette nouvelle technologie-là. Et je pense que c'est ça le futur. Aujourd'hui, l'information, elle est déjà disponible. Tout ce qu'on apprend aux élèves sur un format papier ou qu'on projette, il peut l'avoir directement. Donc, il faut repenser la manière d'éduquer et de donner cette information-là, d'intéresser les élèves à la réflexion. Et donc, voilà, je pense que c'est une question que tout le monde se pose actuellement. Merci, Aïssa. Maintenant, par rapport à le partenariat, aujourd'hui, bon, dans ce domaine bien précis, il n'y a pas encore de partenariat, mais je pense que voilà, Orange est ouvert, hein, que ce soit au Sénégal ou dans tous nos pays de présence en Afrique, à travailler en collaboration de par sa fondation déjà, parce qu'on investit beaucoup dans l'éducation, en réformant des écoles, et donc on peut, de par la fondation, donner des ressources, on va dire, financières. Deuxièmement, on a un mécanisme d'incubation de start-up, donc Orange Startup Studio, qui permettrait à des start-up qui sont dédiées à ce volet éducatif-là de pouvoir se développer. Donc, Orange est prêt à accompagner cela et dont les fruits, on va dire, ou les produits pourront servir au ministère. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes opérateurs télécom. Donc, il faut de la connectivité. Pour avoir accès à de l'IA, il faut de la connectivité. Donc, Orange est prêt donc à collaborer pour déjà permettre d'avoir de la connectivité. Il faut des devices. Donc, on parle d'IA, mais à un moment, il faut un terminal pour pouvoir utiliser cette IA-là, avoir accès à l'information. Et nous sommes prêts également à travailler avec les outils que nous avons en interne sur tout ce qui est vocalisation, à le mettre donc à disposition de start-up, de tout l'écosystème du ministère pour pouvoir travailler sur des solutions inclusives. Merci beaucoup, Aïssatou. Orange Sénégal, Sonatel fait beaucoup, mais ils peuvent encore faire beaucoup plus. Je suis certain. Merci beaucoup. Monsieur Ngom? Oui, merci beaucoup. J'essaierai aussi d'apporter quelques éléments de réponse sur 2 questions, notamment celle du monopole malheureusement brisé ou heureusement, ça dépend, le monopole académique. Mais je pense également que même la pédagogie, elle a toujours été évolutive, n'est-ce pas? À un moment donné, peut-être, on était dans une époque où le maître était Mr. Know-it-all, c'est-à-dire lui qui savait tout. À un moment donné, peut-être il y avait la pédagogie centrée sur l'apprenant, etc. Aujourd'hui que l'IA est là, je pense qu'il y a toujours
cette possibilité pour l'école, mais également pour l'enseignant de jouer son rôle. Ce rôle, c'est quoi? Au moins, il a une formation pédagogique que l'élève, l'apprenant n'a pas. Il peut toujours faciliter, il peut toujours guider, n'est-ce pas, l'apprentissage, le processus, etc. etc. Et d'ailleurs, je pense que ce que nous, au niveau des fondations, peut-être nous pouvons faire comme rôle, c'est la mise en synergie des différents acteurs pour vraiment accompagner ce processus-là. Il y a des spécialistes, par exemple, en la matière. Comment est-ce que nous pouvons les mettre en synergie avec les techniciens, les acteurs de l'éducation pour que ce monopole-là n'est pas brisé, mais qu'il soit partagé. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui entre les 3 ministères, c'est-à-dire dans le cadre de Force N, il y a un programme de formation des enseignants sur l'IA et je pense que c'est 105 000 enseignants pour la première cohorte. Et ça va continuer, ça va continuer. Je pense que ces genres d'initiatives peuvent quand même aider à rentabiliser. Pour ce qui est du PPP, Nabou le sait mieux que moi, 30 millions de jeunes à former et à insérer d'ici 2030 pour l'Afrique, c'est pas une mince affaire. 6,2 millions pour l'UEMOA et un peu plus de 1,5 million pour le Sénégal, c'est pas une mince affaire. Donc, on est obligé de travailler entre le public et le privé. Et ce que nous faisons avec nos partenaires, c'est quoi? À chaque fois qu'il y a des curricula à développer, il faut que ça soit en étroite collaboration avec les entreprises, avec le secteur privé. Et ils ont toujours leur mot à dire parce que c'est eux qui maîtrisent le mieux les besoins du marché. Donc, sur cette base-là, ils vont ensemble. Et donc, ce que les apprenants vont apprendre en théorie dans les établissements, les écoles, etc., ils vont aller vers les entreprises maintenant pour immersion. Et la plupart du temps, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de former 80 000 jeunes et d'en insérer 70 000 pour un programme, de former 183 000 pour un autre programme et d'en insérer 100 000, et pour 800 000 également et d'en insérer par exemple 700 000. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu aujourd'hui impératif, ce partenariat entre le public et le privé. Merci. Merci beaucoup, M. Ngom, pour ces précisions. Samba. Voilà, merci beaucoup, M. Thiam. Oui, je crois que le ministre a posé la vraie question, hein, parce que l'école n'est plus le seul, ne peut plus prétendre à elle seule d'assumer les fonctions d'éducation de la société. Nous sommes dans des contextes où le savoir ne se transmet plus. Si on se contentait de ce que nos maîtres ou nos parents nous avaient transmis, on ne pourrait pas vivre normalement dans ces sociétés-là. Le savoir se construit actuellement. Se construit non pas dans le cadre d'un triangle didactique, hein, ce que Millet nous apprenait quand on était à la chaire en sciences de l'éducation, mais maintenant il y a une sorte de perturbateur qui est entré en jeu. Je ne sais pas si on va pas redessiner en mettant un quadrilatère, parce qu'il y a toujours le pôle apprenant, il y a le pôle objet d'apprentissage, vous voyez, et il y avait le pôle enseignant. Mais maintenant, il y a un autre pôle qu'on peut appeler, il y a robotique et tout cela. Quelqu'un a parlé de Fab Lab tout à l'heure. Actuellement, il n'y a que 3 Fab Labs, hein, dans les 2 petites écoles françaises de Fannes et à Rufisque également. Mais avec le virtuel, on peut produire des Fab Labs et des laboratoires dans chaque classe. Mais je ne sais pas comment on va modéliser cela. Mais que l'enseignant, comme ils l'ont dit, hein, redevient un médiateur du savoir, c'est-à-dire entre tous ces pôles-là, que l'enseignant redevient un filtre. Ne pas laisser l'IA, parce que l'IA aussi apprend plus vite que nous. C'est ça que nous ignorons. L'IA, il apprend. Et il apprend plus vite que nous. Et si on y prend garde, l'IA va gommer l'enseignant. Et que le facteur humain joue un rôle très important, vous le savez très bien, dans l'éducation. Donc, c'est des questions auxquelles nous devons
apporter des réponses en réfléchissant de façon froide. Mais si on laisse aller à l'initiative de nous diriger, de réguler tout, et je crois que les systèmes éducatifs sont capables de s'autoréguler. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voyez, ce n'est pas nous qui régulons le système, mais les systèmes s'autorégulent en fonction de l'évolution des sociétés. Merci beaucoup. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, que ces 3 jours-là, on est là pour réfléchir à ces questions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samba, pour tes réponses. On a fait le tour au niveau. On ne pourra pas, ça c'est évident, répondre à toutes les questions. Le reste se fera lors des discussions autour de, j'espère, d'un bon bol de keb. Est-ce qu'il y a 2 dernières questions? On peut en prendre 2. Oui, monsieur, allez-y. On prend 2 questions. Voilà. Je peux y aller. Voilà, merci. C'est toujours dans le même sens où l'on était tout à l'heure. Le maître, l'enseignant ne saurait disparaître. Au contraire, c'est aujourd'hui, face à ce monde saturé d'informations, de l'extrêmement bon à l'extrêmement mauvais, tout est dans le net. Maintenant, comment douter? Comment installer cette position socratique chez l'élève pour qu'il puisse se poser les bonnes questions? Que dois-je prendre? Que ne devrais-je pas prendre? Par rapport à mes convictions, par rapport au monde, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme disait l'autre. Encore une fois de plus, c'est guidé, c'est médiatisé certes, mais comment filtrer? Comment douter? Que devrais-je prendre? Que devrais-je ne pas prendre? L'IA apprend beaucoup plus vite que nous, certes, mais il prend tout tel un animal que je ne saurais caractériser. Donc l'enseignant est encore beaucoup plus présent et sa place demeure, mais sa posture change. Guider et apprendre à l'enfant à reconnaître les fake news. Comment douter et prendre la bonne information? Merci. Merci. On me fait signe que, allez, vous avez levé votre main. Je ne peux pas vous dire non. On prend une dernière question et après on va conclure. Boyel, j'ai vu. Merci. Vous m'avez fait signe. Okay. J'ai bien vu. Merci beaucoup. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs, en l'occurrence l'IFEF, pour cette brillante organisation. Remercier également les panélistes. Un des panélistes a abordé la question éthique. Je pense que c'est un point fondamental et qui constitue pour moi une préoccupation pour qu'on puisse, dans le déploiement du numérique dans le système éducatif, veiller aussi à la question des normes et standards de qualité. Je pense qu'il serait important de prendre cela en considération. D'où également ma question sur le dialogue de qualité entre les partenaires et l'institution, c'est-à-dire notamment le ministère de l'Éducation, d'une part dans une logique d'autonomisation. Parce qu'en réalité, dans les discussions, on a beaucoup parlé de la justification de cette réforme importante pour accélérer la qualité de l'enseignement, mais on n'a pas insisté sur le développement des capacités institutionnelles et humaines du système. Comment amener le système à être autonome progressivement, comme cela a été dit, parce qu'il y a un processus progressif qui doit être consensuel, comme l'a dit Boyel, mais aussi qui doit être soutenable. Comment est-ce que les partenaires s'inscrivent dans une logique de renforcement des capacités autonomes du système à pouvoir porter cette réforme? Et de l'autre côté, la question que je voudrais également poser, c'est la coordination au sein des partenaires. Comment est-ce que dans cette diversité des offres, les partenaires travaillent sur des stratégies pour être beaucoup plus efficaces, pour être beaucoup plus harmonisés et éviter vraiment d'être dans cette logique du faire-faire sans pour autant qu'il y ait une coordination véritable
Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce message que je veux lancer à l'endroit des partenaires, c'est d'aller vers un pacte de partenariat sur l'enseignement bilingue qui permettrait à ce qu'on puisse recenser, cartographier l'apport de tous les partenaires, l'apport possible de tous les partenaires, et permettre à l'État du Sénégal aussi d'avoir une visibilité sur vraiment cette réforme cruciale. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura, parce que là, vraiment, on me fait signe, on me demande d'arrêter, je vais arrêter. On pourra, comme dit Rémi, en discuter tout à l'heure autour du café. On aura l'opportunité de continuer. Ce panel a démontré que le public ne peut pas tout faire. On est bien d'accord. En tout cas, on le savait déjà, mais ça a été redit ici et très clairement démontré. Et que si demain nous voulons améliorer la qualité de l'éducation, régler la question de l'accès à l'éducation, l'inclusion, il faut que le public et le privé travaillent ensemble, parce que le privé a démontré sa capacité à innover, à être flexible, à aller beaucoup plus vite, et donc à trouver des solutions dynamiques pouvant être des solutions au bénéfice des populations. Je voudrais remercier donc tous les panélistes qui ont accepté de venir débattre avec nous. Nous avons beaucoup apprécié la contribution du public qui a posé beaucoup de questions et nous allons continuer ces discussions tout à l'heure. Merci à vous et je suis sûr et certain que vous allez pouvoir continuer les discussions entre vous et entre le public pour développer de nouvelles synergies. Merci à vous et je laisse la place à Abi et à mon ami Rémi. Merci. Merci beaucoup, Omar. On les applaudit chaleureusement. Merci.